7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui, vous vouliez parler de la panthéonisation, je crois. Oui, c'est-à-dire c'est le sujet du jour, visiblement, hein, pas Julian Assange, malheureusement, même si ça mériterait davantage de lignes dans les différents journaux. Mais là, c'est la panthéonisation de Missak Manouchian et Méliné, et le groupe des 21 fusillés par le régime français à l'époque et les occupants. Lui qui était résistant, et c'est la 4e panthéonisation organisée par Emmanuel Macron. Vous savez que c'est le chef de l'État qui décide de qui panthéoniser pendant son mandat. Il y a eu Simone Veil, Maurice Genevoix, l'ancien poilu, Joséphine Baker, et aujourd'hui Manouchian, avec évidemment, comme d'habitude, ce en même temps incohérent, fragile, qui fait que le lundi, Gabriel Attal explique que le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain, et puis le vendredi, dans une interview à l'Humanité, le président explique que le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain et serait bien inspiré de ne pas être là. Marine Le Pen s'est dit outrée des propos du chef de l'État, elle sera présente. Alors il faut voir que c'est vrai qu'il y a quelques années, le RN n'aurait sans doute pas choisi de venir, mais on se rappelle, lors de la manifestation, les premières manifestations pour une vieille dame juive qui avait été assassinée à Paris, Marine Le Pen avait été huée, c'était en 2018. Elle a été très bien accueillie lors de la marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu en fin d'année dernière. Donc tout a beaucoup changé. Et je crois qu'on pourrait faire fi des polémiques, même si, évidemment, on peut se demander pourquoi ce parti, le Rassemblement national, héritier du Front national, fondé par d'anciens collaborateurs, serait présent à la panthéonisation de Missak Manouchian. Mais je crois que là, on peut peut-être passer outre et expliquer qu'après tout, il est temps de rendre hommage à ces Français qui n'ont jamais été naturalisés. Parce que je crois que le choix d'Emmanuel Macron de prendre Missak Manouchian comme symbole, c'est de dire qu'il avait demandé à être naturalisé français, et par 2 fois, sa demande avait été déboutée, mais il est mort, évidemment, en français, et il écrivait « J'espère que la nation nous rendra hommage ». Eh bien, 80 années plus tard, c'est chose faite, avec ce message en filigrane. On n'est pas français seulement par naissance, on l'est aussi par choix, on l'est aussi par ses actions de résistance. Et puis, c'est une façon pour Emmanuel Macron de mettre un peu la barre à gauche, pour rassurer sa majorité qui ne sait plus où donner de la tête, que ce soit sur comment traiter le Rassemblement national, que ce soit sur tous les sujets. On a vu le remaniement ministériel faire pchit, et puis l'aile gauche de la Macronie, qui était déjà une aile fantôme, disparaître totalement et devenir une aile virtuelle, au-delà même du spectre. Donc il y a vraiment là un choix politique qui permet à Emmanuel Macron de remettre la barre à gauche, qui permet aussi de refaire encore une polémique en vue des élections européennes sur la dédiabolisation du Rassemblement national ou non. On parlera bien sûr des agriculteurs sur cette antenne, parce que la colère est loin d'être éteinte, et là c'est un autre gros sujet au-delà des commémorations. Et puis sur la panthéonisation, eh bien voilà, comme je le disais, 4e panthéonisation. Et on a l'impression que cette année, Emmanuel Macron a décidé d'enchaîner les hommages. Il y a eu bien sûr Badinter, il prépare la cérémonie pour le débarquement. C'est vraiment quelque chose qui lui permet de se raccrocher à l'histoire, lui qui flotte finalement dans un entre-deux où on ne sait pas si finalement ce président travaille dans l'intérêt de la France, compte tenu des différents choix qu'il a pu faire ces dernières semaines. Alors, dans cette panthéonisation, il y a quelque chose que l'on n'évoque pas, dans le choix des invités, puisqu'apparemment, il faut recevoir son carton d'invitation de la part d'Emmanuel Macron. C'est la position des communistes qui est souvent oubliée également pendant la collaboration. Est-ce que vous pensez que, si jamais le Rassemblement national était privé de cette représentation, on devrait, en toute cohérence, interdire également les partis qui sont issus du Parti communiste ? Non, puisque Manouchian était communiste, et le PCF, justement, est très content de voir la résistance communiste entrer au Panthéon. Et attention, on ne parle pas des apparatchiks du Parti
communistes. On parle des FTP, MOI, hein, les francs-tireurs partisans, main-d'œuvre internationale. Enfin, c'était un courant internationaliste, même si, comme je le disais, Missak Manouchian avait souhaité devenir français. Ce sont des ouvriers qui étaient communistes, internationalistes, mais attachés à la liberté que leur permettait la France, puisque il faut savoir que Missak Manouchian est un survivant du génocide arménien, et donc c'était important à l'époque. La France était une terre d'asile pour ce genre de personnes, et donc pour le PCF, non, c'est tout à fait important. Et puis il ne faut pas minimiser le rôle de la résistance communiste, ni d'ailleurs de l'URSS dans la libération de l'Europe du joug nazi, même si au début de la guerre, évidemment, on a pu voir des accords contre nature, et comprendre que les uns et les autres souhaitaient travailler ensemble pour chacun faire avancer ses pions. Mais à la fin de la guerre, clairement, l'URSS a joué un rôle capital sur le front de l'Est et sur la libération de Berlin, et la résistance communiste, d'ailleurs De Gaulle n'a pas pu faire sans elle, et a été obligé de faire un gouvernement d'union, d'où le CNR. Donc on ne peut pas non plus minimiser ces rôles-là. Et d'ailleurs, le PCF, on est très, très fiers. Alors, au début je change complètement d'angle. Au début de cette chronique, vous regrettiez que on ne parle pas assez de Julian Assange. Eh bien, je vous propose de le faire. Bah voilà, oui, parce que vous avez hier, c'était donc encore un énième procès pour juger de la procédure d'extradition aux États-Unis ou non de Julian Assange, journaliste qui est emprisonné maintenant depuis 15 ans, un peu au prou, entre son séjour à l'ambassade d'Équateur et puis maintenant son séjour dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Et donc la question qui se pose, c'est va-t-il être extradé vers les États-Unis où il risque 175 ans de prison ou peut-être une mort, puisque on a hier diffusé devant le tribunal une vidéo, c'est CNN qui faisait état d'un complot avec Mike Pompeo et la CIA qui visait à éliminer Assange d'une façon ou d'une autre. Ça rappelle évidemment le cas Navalny, opposant russe en prison qui est mort ces derniers jours. Pour Julian Assange, c'est toujours le tabou en Occident. On ne veut pas parler du cas Assange, ou on essaye de le minimiser. On ne veut pas dire que c'est un journaliste qui est en prison pour avoir tout simplement fait son travail et dévoilé le travail de sape du renseignement américain, la marche vers la guerre et le complexe militaro-industriel. Donc c'est extrêmement important, je pense, d'en parler, d'essayer aussi de sortir Julian Assange de prison. Il y a quelques points positifs. Le Parlement en Australie qui a voté pour qu'il rentre en Australie et qu'il reçoive une protection. Mais on peut critiquer la position de la France qui est, encore une fois, d'une lâcheté sans nom et qui ne propose même pas d'accueillir Julian Assange en réfugié politique, ce qui pourrait être un geste fort d'un pays non aligné. Mais pour ce qui est de l'alignement, je crois que ça y est, la France est totalement dans l'arc otanesque et atlantiste. Alors pour ce qui est de la censure de Julian Assange, nous en connaissons une autre récemment. On a proposé au prix Nobel de la paix les Sleeping Giants, qui sont donc un collectif qui vise à faire pression sur les médias français qui ne seraient pas partisans de la bien-pensance. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Je ne savais même pas que c'était possible je ne pensais pas que les Sleeping Giants avaient cette visibilité à l'international. Moi, ce qui me désole, c'est ce climat en fait de censure terrible. Quand on voit qu'une association qui est censée défendre les journalistes Reporters sans frontières, et j'y ai travaillé à l'époque de Robert Ménard pendant quelques années, on était une association qui défendait la liberté de la presse, la liberté des journalistes. Aujourd'hui, vous avez Christophe Deloire, le patron de cette organisation, qui milite pour censurer CNews parce que ce serait une chaîne d'opinion. Et tout est comme ça. Les Sleeping Giants qui font tout pour également censurer des médias d'opinion. Alors, il y a une question, bien sûr, sur la mission d'une chaîne d'information continue avec l'équilibre des différentes puissances politiques et des prises de parole. Mais derrière cette censure, c'est pas que CNews ou des médias dits de droite, c'est tous les médias qui sont confrontés à la censure. Et je sais de quoi je parle, puisque RT France a été censuré dans un silence glaçant en France, alors que cette chaîne avait l'agrément de l'Arcom et du CSA. Et tout est comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas assez de voix qui s'élèvent pour défendre les libertés, pour lutter contre la censure et pour dire, écoutez, ça suffit en fait. Il y a effectivement des idées politiques qui sont différentes. La chance d'être dans une démocratie libérale, si on peut dire, c'est de pouvoir confronter ces idées, c'est de pouvoir aussi les faire avancer. Alors, le jeu peut être faussé parce qu'on va dire que d'un côté, il y a des milliardaires qui financent des médias d'opinion et donc il y a davantage de moyens que sur des médias de gauche qui vont pas avoir forcément de milliardaires de gauche. Mais derrière, la question fondamentale, c'est celle de la liberté de la presse, de la liberté de parole. Et
honnêtement, elle est tellement, tellement ravagée depuis quelques années qu'il faut la défendre. Et c'est pour ça que je suis chez vous avec plaisir toutes les semaines, parce que c'est nécessaire de défendre les libertés. C'est nécessaire de les défendre et de comprendre le danger aujourd'hui de la censure européenne qui s'abat avec le DSA, avec la volonté de Thierry Breton de censurer X, la plateforme anciennement Twitter, avec la volonté de Reporters sans frontières qui devient n'importe quoi, qui veut censurer une chaîne privée, avec tout en fait qui est en train de se mettre en place pour que les gens acceptent cette censure et finalement ne soient soumis qu'à une seule propagande. Parce que c'est plus de l'information. Hein. À partir du moment où la censure entre en jeu, vous avez en face la propagande et l'information, eh bien, elle décède, c'est fini. Donc, il faut défendre la liberté d'expression, il faut défendre évidemment le débat démocratique et ça, c'est ce qui nous reste en fait, parce que le parti unique, c'est pas fait pour la France, c'est pas fait pour l'Europe non plus. Donc, il est important, je crois, de remettre un peu de diversité et surtout de prendre conscience du danger. Eh ben, écoutez, on va essayer de continuer, nous, à le dénoncer, ce danger, et à se battre pour la liberté d'expression. Merci beaucoup, Alexis Poulain, et à la semaine prochaine.